marquée par la turbulence et la complexité. Stabilité, dit la Chine, et on va écouter Donald Trump, ce qu'il disait justement de cette entrevue avec Xi Jinping. C'était le 4 mai dernier. Nous sommes en tête face à la Chine dans l'intelligence artificielle. Je vais d'ailleurs rencontrer le président Xi Jinping. J'attends cela avec impatience. Mais je maintiens que je suis en tête. Nous avons une rivalité amicale, très amicale même. Et ce sera en réalité un voyage très important. David Rigueiro, un ton différent entre les Chinois et Donald Trump. Bien sûr, tout cela se fait sur fond de cessez-le-feu, pour le moment en tout cas, cessez-le-feu imparfait au Moyen-Orient, mais qui tient. Comment se présente ce sommet Trump-Xi Jinping ? C'est une réunion importante, hein, effectivement, vu le contexte, particulièrement avec la guerre en cours au Moyen-Orient. Dans laquelle, guerre en cours dont les conséquences ont un impact évidemment sur la Chine. D'abord pétrolier, puisque la Chine est le premier acheteur du pétrole iranien, et puis ensuite en termes économiques plus global, avec la question de la fermeture du détroit. Donc il y a ce point évidemment qui est central. Ça c'est le contexte. C'est le contexte immédiat, mais qui va peser quand même sur les discussions. Et puis évidemment, elles vont être élargies à d'autres sujets, bien sûr. La question des tarifs douaniers qui a été évoquée, la question de Taïwan qui est le sujet évidemment central pour les Chinois, la question des terres rares, et là on retrouve aussi le Golfe, puisque pour ce qui est des terres rares, on sait qu'il y a un quasi-monopole des Chinois. Or, dans l'instrument de défense américain, c'est essentiel. Toutes ces terres rares participent justement à l'élaboration des matériels militaires, que ce soit les avions, les missiles, etc. Et donc, ces relations de dépendance, évidemment, le président Donald Trump se présente comme le premier, toujours. Il y a une placidité de la part de Pékin qui attend, voilà, avec beaucoup de circonspection. Donc, c'est une réunion, oui, très importante. En tout cas, maintenue cette réunion, Pierre-Antoine Donnet. C'est vrai qu'on s'est un peu posé la question la semaine dernière. Donald Trump n'est pas allé en Chine depuis 2017. Donc ça, c'était lors de son premier mandat. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé depuis, en l'occurrence, cette guerre en Iran. L'Iran étant un allié important de la Chine, et pas seulement économique. Oui. Ça change la donne. Alors, c'est vrai que c'est son premier voyage depuis 2017, mais ils se sont rencontrés, Xi Jinping et Donald Trump, en décembre dernier, à Busan, en Corée du Sud. Et ça a été d'ailleurs là une rencontre importante parce qu'elle a marqué une sorte de détente, en tout cas sur le plan commercial, entre les deux premières puissances du globe. Après là, les sanctions que Trump avait... Alors justement, j'allais y arriver. Si vous voulez, c'est que Donald Trump, qui se dit le premier, arrive avec deux guerres ratées et perdues. La première, c'est justement ce qu'il appelait le Liberation Day, avec tous ces tarifs douaniers. Et finalement, la Chine a pris ça sans broncher et ça la dérange nullement. Bien au contraire. Il est surtout un peu rétropédalé à l'égard de la Chine, n'est-ce pas ? Alors il a dû à plusieurs reprises rétropédaler, en particulier quand il y a eu effectivement ce chantage chinois sur les terres rares. Et la deuxième guerre perdue, c'est la guerre en Iran. Là, aujourd'hui, il a péroré à nouveau. Vous dites perdue, elle n'est pas encore tout à fait perdue, mais enfin, elle n'est pas gagnée. Il ne peut pas s'en sortir de façon honorable. Il trouvera peut-être une façon de clamer qu'il a gagné, mais elle est franchement perdue, cette guerre. Alors, donc, il y arrive avec, comment dirais-je, en position de faiblesse, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la perception chinoise, vous pensez ça ? Parce que ce n'est pas la perception de Trump. En tout cas, c'est la mienne, mais par contre, la perception chinoise, elle ne sera pas montrée comme ça. Vous allez voir qu'il y aura peut-être des accords pour sauver la face et pour faire plaisir à Donald Trump, qui sera abondamment flatté. Mais voilà. Quelle est la perception chinoise, Jean-François Di Meglio, justement ? Vous pensez qu'il voit Donald Trump et cette guerre en Iran comme un échec du président américain ? Il faut se dire toujours que c'est moins simple que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'effectivement, on est complètement d'accord, la position de Trump s'est affaiblie par rapport à la date qui était prévue pour cette rencontre. Normalement, ils devaient se rencontrer il y a un mois, ça a été reporté. À l'époque, Trump pouvait imaginer que tout ça serait rapide, tout sera bon. C'est pas le cas. Néanmoins, l'un des objectifs, peut-être pas prioritaire, mais présent dans la démarche américaine vis-à-vis de l'Iran, c'est quand même l'approvisionnement en matières premières de la Chine. De la même façon que pour le Venezuela, c'était le sujet. Bon, la Chine s'approvisionne en Iran, mais elle s'approvisionne aussi dans le Golfe. Donc la fermeture du détroit d'Ormuz, c'était d'une certaine façon pour les Américains mettre un peu plus de pression sur un pays qui met de la pression sur eux, avec les terres rares, effectivement. Donc ça touche la Chine aussi. Donc Xi Jinping voit Trump arriver certainement
bon, avec une nuance de satisfaction par rapport à ce qui se passait le mois dernier, mais il sait quand même qu'il a un adversaire de taille aussi, et surtout il a une obsession, Xi Jinping, on l'a dit, c'est qu'il veut parler de Taïwan, et que par tous les moyens, même si Trump a dit qu'il ne confirmerait la vente d'armes à Taïwan, les 11 milliards, qu'après l'entrevue, c'est quand même le sujet. Et Xi Jinping va essayer de faire dire à Trump des choses que, à mon avis, Trump ne dira pas. Sur Taïwan. Alors justement, on va y revenir. Mais juste avant, on va revenir tout de même sur cette dépendance chinoise du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. David Rigoulet-Rose, on va regarder. Avant le conflit, 43% du pétrole brut importé par la Chine faire sentir en Chine de manière beaucoup plus importante que lorsqu'il s'agissait seulement d'une fermeture iranienne de ce détroit. Oui, c'est une vraie préoccupation chinoise. Hein. D'ailleurs, ça a été discuté lors de la visite d'Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, le 6 mai dernier à Pékin. Où, alors par-delà l'affichage du soutien déclaré de Pékin à l'Iran, ça a été glacial à un certain niveau parce que c'est un problème pour le fait que ce soit bloqué est un problème pour Pékin parce que ça a des conséquences globales, systémiques. Et Pékin est un géant économique qui ne peut pas se permettre qu'il y ait des routes comme ça qui soient affectées, qui soient fermées. Alors certes, c'est un partenariat. Depuis mars 2021, officiellement, il y a un partenariat entre Téhéran et Pékin. Sur cette importation de pétrole. Général, commercial, etc. Mais c'est un partenariat quand même souvent ambigu. Hein. Pour preuve, le premier vendeur de pétrole à la Chine, c'est pas l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, ça passe aussi par Hormuz. Et qui passe par Hormuz. Et donc on voit à quel point les choses sont compliquées. C'est jamais manichéen, c'est jamais binaire. Et la Chine s'était rapprochée de l'Arabie Saoudite récemment pour justement ce processus de paix au Yémen entre avec les Saoudiens et les Iraniens. Des gros contrats économiques avec Riyad. Hein. Donc c'est toute la région du Golfe. C'est une priorité stratégique pour Pékin, évidemment. Et là-dessus, Trump pourra jouer aussi en fonction de la hiérarchie de ses priorités. Parce que justement, Pierre-Antoine Donnet, parce que la Chine dépend véritablement, elle a besoin d'une stabilité finalement au cœur de ce détroit d'Ormuz. Oui, alors vous avez tout à fait raison, en effet c'est bien ça, mais je dirais qu'il faut différencier la Chine toute seule et le reste du monde. On estime à entre 4 et 6 mois les réserves en hydrocarbures de la Chine, qui anticipe depuis très longtemps des pénuries de ce genre. Et quand on voit ce qui se passe en Asie, vous avez des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande ou les Philippines, vous avez presque des émeutes. Parce que les taxis ne peuvent plus circuler, les livreurs non plus. C'est terrible. Et la Chine, d'ailleurs, ne livre plus de carburant à ces pays-là. Alors, pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle a longtemps. Jean-François Di Meglio, vous qui êtes économiste, quel est l'impact véritablement de ce qui se passe, donc à la fois le conflit qui a démarré le 28 février, puis ensuite ce blocus américain sur les ports iraniens en Chine? Est-ce qu'on peut déjà l'évaluer? Techniquement, au moment où on parle, on a eu aujourd'hui les chiffres du commerce chinois. La grande perspective, c'est que effectivement, la Chine va moins bien que dans les années précédentes, que la croissance sera moins forte et que c'est surtout une économie à 2 vitesses. C'est-à-dire que c'est une économie qui va bien dans tous les secteurs tech, qui sont très dépendants d'un certain nombre d'importations, et puis qui va beaucoup moins bien dans les secteurs traditionnels, l'immobilier naturellement, mais la consommation aussi. Et ça, c'était avant le conflit. Donc ça, c'est le contexte général. Il se trouve qu'on a eu les chiffres d'avril et que de façon assez surprenante mais positive pour la Chine, les chiffres ne sont pas mauvais, à la fois du côté des exportations et en particulier des exportations vers les États-Unis, parce que cette fameuse trêve dont on a parlé, qui dure jusqu'en octobre 2026, a profité aux exportations chinoises vers les États-Unis. Quel type d'exportation du coup ? Donc c'est un ballon d'oxygène tout sauf les voitures, parce qu'effectivement il y a un blocage américain sur les voitures, mais en ce qui concerne les flux habituels, ils ont repris. Et en ce qui concerne les importations de la Chine en provenance du reste du monde, les chiffres sont aussi en hausse. Donc gros bénéfice tourné son économie. Donc là, la Chine perd son débouché de l'Asie du Sud-Est. Mais aussi c'est parce qu'elle délocalise. Quand on parle du Vietnam, vous avez une grande partie des exportations du Vietnam, y compris vers la Chine, qui sont des délocalisations
qui font suite aux fameuses sanctions américaines. Qui va d'ailleurs, juste avant cette réunion entre Xi Jinping et Donald Trump au Japon et en Corée du Sud, il a mis en place de nouvelles sanctions américaines sur l'Iran qui ciblent les compagnies chinoises et en l'occurrence les petites sociétés chinoises qui fournissent l'Iran de composants utilisés pour fabriquer des drones, mais aussi des raffineurs, des petits raffineurs indépendants. On va écouter le secrétaire au Trésor américain, c'était le 4 mai sur Fox News. Et faire preuve de diplomatie et amener les Iraniens à ouvrir le détroit. Ils essaient de couper la liberté de navigation internationale à travers le détroit d'Ormuz. Ces dernières sanctions, c'est tout de même pour faire pression sur la Chine. Pourquoi en fait? Que veut Scott Bessent? Que les Chinois demandent aux Iraniens disons dans les négociations de faire quelques concessions? Déjà, ils veulent assécher les liquidités iraniennes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des sanctions, notamment sur les English Chemical, qui est une grande compagnie justement chinoise, sur tout ce qu'on appelle les théières, c'est-à-dire des raffineries, des raffineries indépendantes, indépendantes. Et chose notable d'ailleurs, les autorités pékinoises, je parle sous votre contrôle, mais auraient demandé aux banques de momentanément de suspendre les prêts. Donc vous parlez de ne pas se soumettre en fait aux injonctions américaines. Donc là, on est déjà aussi dans une partie. Alors là, on est dans le discours. Hein. On est aussi dans la guerre, dans la guerre des mots. Il va y avoir un certain nombre de prises de position de la part de la Chine. On va entrer effectivement, on l'a dit, cette rencontre est très importante. Donc il va y avoir aussi une part de communication extrêmement importante. Donc ce que dit le gouvernement chinois à ces compagnies pétrolières, c'est naturellement un élément de cette confrontation, cette rencontre extrêmement importante du G2 entre eux. Et donc les Chinois, cette rhétorique de Scott Bessent de dire on sanctionne ces raffineries théières. Si vous voulez, la différence de Donald Trump lui-même, il est entouré quand même de gens qui connaissent bien la région, c'est-à-dire à la fois le Moyen-Orient et aussi l'Asie de l'Est. Donc, c'est le cas de Scott Bessent? Je pense que c'est quelqu'un qui a, une maîtrise assez forte de tout ça. Secrétaire au Trésor. Donc, si vous voulez, lui, plus Rubio, plus d'autres, préparent cette visite depuis quelque temps déjà et ont déjà jalonné une série de choses. Ce qui est moins précis, c'est quel va être vraiment le comportement de Donald Trump. Alors, je partage ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, sur Taïwan, je pense que Trump va quand même être extrêmement prudent. Parce que la question de Taïwan, c'est un confetti sur une carte, mais c'est vital pour l'influence américaine en Asie. Si il advenait que Trump cède à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire changer le narratif officiel de l'administration américaine sur Taïwan, c'est une concession qui serait énorme et dont l'influence américaine pâtirait énormément. Que veut finalement Xi Jinping sur Taïwan? Changer le narratif, c'est-à-dire? C'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple sur les mots. Pour le moment, l'ambiguïté stratégique des États-Unis vis-à-vis de Taïwan est de dire qu'elle ne soutient pas l'indépendance de Taïwan. Et la Chine, on le sait, fait pression depuis déjà des semaines et des semaines sur le fait que le narratif est opposé à l'indépendance de Taïwan. Ce que veut Pékin, le chaos à l'intérieur de Taïwan, où s'affronte d'un côté le Kuomintang favorable à un dialogue avec la Chine, et de l'autre côté le parti au pouvoir. Et de l'autre, ça va aussi décourager encore un peu plus les alliés de l'Amérique en Asie, que sont en particulier le Japon et la Corée du Sud. Trump pourrait aller jusque-là, Jean-François Di Meglio, et effectivement dire que les États-Unis ne sont pas favorables à l'indépendance de Taïwan? En principe, la position américaine ne changera pas et c'est pas dans le jeu. Il faudrait qu'il y ait énormément à négocier de la part de Trump vis-à-vis et même on va même parler de personnalité parce qu'il y a aussi des personnalités qui sont en jeu dans cette histoire. Je dirais même que ce serait une sorte de perte de face colossale pour Trump de reculer par rapport à la position américaine. Quand vous parlez de personnalité, vous parlez de qui? Oui, les deux qui vont se rencontrer. Là, on parle effectivement de deux leaders qui n'ont jamais autant incarné chacun des pays qui vont être face à face. Donc il y a naturellement toute une part diplomatique qui a été préparée. Mais il y a aussi
dans ce G2, comme vous l'avez dit, c'est le premier vrai depuis 2017. Il est vrai qu'ils se sont rencontrés. Ils sont autant évités que rencontrés, d'ailleurs, depuis 2017. Là, ils sont vraiment face à face. Ça se passe à Pékin. C'est pas forcément les meilleures conditions pour Trump, mais ça, je pense que ça lui est égal. Mais c'est vraiment deux personnes qui vont se rencontrer. Ils ont tous des états-majors. Les états-majors sont très, très préparés. Mais on imagine mal Trump sortant du meeting en disant « ça a été un très bon meeting et j'ai signalé que je ne défendais pas l'indépendance de Taïwan ». Ça vous paraît exclu. Et en même temps, alors il l'a dit aujourd'hui, Donald Trump, qu'il allait évoquer avec Xi Jinping la vente d'armes américaines à Taïwan. Donc ça, c'est le premier point, cette vente d'armes américaines. Oui. La chef du parti de l'opposition à Taïwan était... Chen Li-wen. Voilà, Chen Li-wen, exactement. Elle était en Chine le 7 avril. Manifestement, c'était une première depuis 10 ans, donc quelque chose d'important. Elle a longtemps milité d'ailleurs pour l'indépendance de Taïwan. Et puis finalement, elle travaille désormais pour rapprochement avec Pékin. On va voir les images. Et là, les États-Unis donc font pression, oui ou non. Pierre-Antoine Donnet, la voilà, on la voit. Font-ils pression sur les députés justement de l'opposition taïwanaise, dont elle fait partie puisqu'elle est la leader, pour qu'ils approuvent un plan de vente d'armes américaines à Taïwan de près de 40 milliards de dollars et qui manifestement est bloqué en ce moment. Est-ce que ça serait ça aussi l'un des arguments, enfin en tout cas ce qui sera évoqué lors de cette visite? Je pense que le fond des relations entre les États-Unis et Taïwan, il serait bien stupide d'en révéler à Pékin la totalité. Donc en revanche, si vous voulez, ça répond à la demande de Trump qui est déjà ancienne, que les pays se prennent en charge sur le plan de leur défense. Ça a été dit X fois au sein de l'OTAN, ça a été dit pour l'Europe, et ça a été dit au Japon, et ça a été dit à Taïwan. Pourquoi ? C'est parce que, Trump dit on dépense beaucoup trop d'argent pour les autres qui ne nous aident pas, en gros. Mais vis-à-vis de Taïwan, je pense qu'effectivement, ils sont très embêtés par le fait qu'effectivement, le Kuomintang, dont représenté par cette dame qui est allée rencontrer Xi Jinping un peu comme à Canossa, elle était à la tête du Kuomintang et qui, lui, avec un tout petit parti, détient de très courte tête la majorité au Parlement. Donc, ils ont été en mesure de dire non à ce grand plan de réarmement que veut le parti au pouvoir et le président qui est en charge aujourd'hui, Lai Ching-te, qui, lui, veut effectivement répondre à la demande américaine. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement complexe comme jeu. Et ça, Pékin en a une parfaite connaissance pour pouvoir l'utiliser avec des give and take. Je te donne ceci, tu me donnes cela, etc. Oui, lorsque Trump dit qu'il va évoquer justement cette vente d'armes américaines à Taïwan, finalement, c'est pourquoi, Jean-François Di Meglio, pour faire pression sur le Kuomintang pour qu'il passe, ou au contraire, trouver une sorte de compromis avec Pékin en disant, pour l'instant, on attend ? Non, alors déjà ces ventes d'armes, elles profitent d'abord aux États-Unis. Effectivement, c'est une politique américaine de demander à ses alliés de prendre en charge leur propre défense, mais il faut bien dire que les États-Unis et une grande partie de ceux qui soutiennent Trump ont envie de vendre ces armes à Taïwan. Ils en ont besoin, ça fait partie des marchés importants pour les vendeurs d'armes. Donc là, américains. Il faut bien expliquer qu'une partie des Taïwanais souhaitent donc recevoir ces armes. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, la situation à Taïwan, juste pour revenir sur Boucher, cette vente d'armes peut un jour arriver, soit du fait d'un changement de majorité, soit des conditions de vente. David Rigaud-Vallerose, vous voyez ça comme disons des arguments du côté de Pékin pour obtenir peut-être une concession de Trump sur Taïwan ? Est-ce qu'il serait prêt à le faire, Donald Trump, justement, alors qu'il est embourbé au Moyen-Orient ? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce qui se passe au Moyen-Orient pour les Chinois ? Il va noyer le poisson sur Taïwan, je pense. Pardon ? Il va noyer le poisson sur Taïwan. Il va noyer le poisson ? C'est à espérer, en tout cas. Vraisemblablement, mais les Chinois regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le Golfe, parce qu'en réalité... Quelles leçons peuvent-ils en tirer ? Justement, c'est un crash test pour l'armée américaine par rapport à un potentiel conflit à Taïwan. Et donc, d'abord sur l'utilisation des armements, c'est à ciel ouvert, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Donc, évidemment... Donc, ils évaluent les capacités américaines. Bien sûr, qui sont performantes, il faut le reconnaître. Après, il y a la question de la stratégie politique derrière, ça c'est autre chose. Mais donc, c'est ça qu'on ne voit pas forcément. Ça l'est sur le plan économique avec la question du détroit d'Ormuz, mais ça l'est aussi sur un plan géopolitique. Vous êtes d'accord, Pierre-Antoine Donnet ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, tout à fait. En temps réel, on a vu l'efficacité des armes américaines.
Il faut également garder en mémoire le fait qu'il y a un navire espion chinois qui mouille au large d'Oman. Pure coïncidence, depuis le début de la guerre, le 28 février. Et avec les satellites chinois, ils savent dans le moindre détail ce que font les Américains et leur efficacité. Alors ils ont effectivement constaté que les tout premiers jours, les armes américaines ont été d'une efficacité redoutable. Ceci étant dit, là où je vous rejoins pas totalement, c'est qu'à vrai dire, on parle beaucoup de ce conflit armé entre Taïwan et la Chine. Mon avis, c'est qu'il n'y aura pas de guerre chaude dans les années qui viennent et que la Chine n'en veut plus vraiment, sauf en dernière extrémité. C'est-à-dire, s'il y avait une déclaration d'indépendance formelle, là, ils seraient contraints d'entrer en guerre contre Taïwan, mais ils n'en sont pas là. Et le temps travaille pour la Chine en ce moment. Et ce qu'ils veulent... En raison de quoi le temps travaille pour la Chine en ce moment ? Regardez la puissance économique de la Chine accumulée, leur maîtrise d'à peu près tous les secteurs de demain, de l'économie et de l'industrie. Peu à peu, ils sont en train de grignoter partout les savoir-faire dans tous les domaines. Oui, alors sur le schéma, si vous me permettez, je suis assez heureux de voir que, non pas Pierre-Antoine, mais beaucoup d'autres observateurs de cette situation Taïwan-Chine rejoignent la ligne qui me paraît depuis très longtemps la bonne ligne, c'est-à-dire que le conflit armé est vraiment la dernière chose que la Chine et que Xi Jinping en particulier veut. Vous savez qu'on a eu beaucoup de débats. Mais il veut que Taïwan appartienne à la Chine continentale. On a dit que le temps jouait pour la Chine, c'est vrai, mais le temps joue contre Xi Jinping. Xi Jinping, comme nous tous, il vieillit. Et après Xi Jinping, on ne sait toujours pas ce qui va arriver. Et il fait tout, effectivement, pour faire que nous ne savons pas ce qui va arriver. Il a purgé son armée. Il a purgé son armée pour des raisons assez obscures, ce qui affaiblit encore la théorie de l'attaque contre Taïwan. Et que sera le régime chinois lorsque Xi Jinping ne sera plus là, ou même lorsqu'il sera remplacé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, ça peut aussi rebattre les cartes. C'est vrai que l'intérêt stratégique de la Chine, c'est de laisser Taïwan doucement s'intégrer dans cette sphère de paix, de prospérité. Via le Kuomintang, alors, via le parti d'opposition qui voudrait se rapprocher de la Chine. Attention, quand on parle du parti d'opposition, Cheng Li-hun, elle est très particulière. On l'a mentionné, elle représente le parti d'opposition, elle est la chef du parti d'opposition traditionnellement au pouvoir en Chine, à Taïwan, et qui a été exclue du pouvoir 2 fois, le Kuomintang. Néanmoins, elle est l'aile pro-Chine, mais vraiment très pro-Chine, du Kuomintang. L'ensemble du Kuomintang, qui a la majorité au Parlement, ne suit pas forcément la ligne de Cheng Li-hun. Mais puisque ça joue, le temps ne joue pas en faveur de Xi Jinping, est-ce que ça ne va pas le pousser justement à accélérer, soit par une forme d'embargo, comme le disait à l'instant Pierre-Antoine Donnet sur le gaz, pour étouffer Taïwan plus rapidement, qui rejoigne le giron chinois? On ouvre de nouveau la boîte de Pandore, parce que l'embargo, c'est bien joli de parler d'embargo, mais sur la carte, vous avez Taïwan et vous avez un détroit qui est d'ailleurs assez large, mais vous avez aussi la mer de Chine du Sud. Pour faire un embargo, il faut que vous soyez sûr, il faut que la Chine soit sûre d'avoir sécurisé la mer de Chine du Sud. Dans ma lecture, et cette fois c'est moi qui parle sous votre contrôle, la mer de Chine du Sud et la sécurisation de la mer de Chine du Sud par la Chine est une priorité par rapport à tout embargo qui pourrait avoir lieu. Parce que si effectivement vous êtes à faire grand-chose en termes d'embargo, après on est dans des scénarios effectivement qui ont été très souvent étudiés, il y a plusieurs hypothèses, mais je pense que avant tout, c'est la mer de Chine du Sud qui intéresse la Chine. Donc pas sûr qu'ils mettent en place cet embargo, oui. pas sûr finalement, mais sûr en tout cas que ça va venir dans ces discussions entre Trump et Xi Jinping, cette question de Taïwan. Donc il va y avoir, ça c'est le récit de chacun qui va être observé. C'est la réunion des titans, là. Oui. Donc dans le secret des discussions, c'est très difficile de spéculer, de présager ce qui sera abordé. Il a dit quand même aujourd'hui, oui, Trump. Oui, mais des choses pourront être abordées d'une manière particulière, pas forcément très explicite. C'est très surtout avec les Chinois. Donc en tout cas, c'est incontestablement une rencontre capitale vu le contexte.
Est-ce que ça peut permettre justement à Xi Jinping de mettre en avant peut-être les capacités de la Chine diplomatiques dans le cadre d'un règlement du conflit au Moyen-Orient? Ça serait une occasion peut-être, en tout cas, on a l'impression que les Américains, c'est ce qu'ils souhaitent de la Chine finalement. Oui, Ils font et puis pression pour qu'il soit une sorte de médiateur. Est-ce qu'il pourrait jouer ce rôle? Plus que ça, parce que l'ambassadeur iranien a laissé entendre qu'il serait bon que la Chine puisse être le garant d'un éventuel accord. Donc c'est plus qu'une médiation, là. C'est que la Chine apporterait sa garantie pour la finalisation d'un accord. Et Trump n'y serait pas opposé? Pas forcément, si l'accord est conforme, mais pour l'instant on en est loin. Mais en tout cas, la Chine a l'ambition, mais c'est récurrent, de se présenter comme un pôle de stabilisation en contrepoint d'une logique erratique et chaotique, justement, inhérente. Elle pourrait s'afficher de manière plus active dans une diplomatie à l'égard du Moyen-Orient, parce que pour l'instant, on ne l'entend pas vraiment. Oui. Si vous me permettez 2 secondes, Pierre-Antoine. Jean-François Dumézil. C'est l'objectif, mais cet objectif a été magistralement contredit par le conflit en Iran. Pourquoi? Parce qu'en décembre 22, la Chine fait signer cet accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et là, on se dit, ça y est, la Chine est en train d'accomplir son objectif, c'est le peacemaker. Bon, on voit où on en est aujourd'hui. C'était pas très solide, on est encore assez loin, c'est un objectif. C'est pas très solide parce que ça a été remis en question au Yémen, ça vous oui, dire. Mais c'est l'ambition affichée. C'est l'ambition, voilà. C'est l'ambition. Mais alors, pour rebondir, Antoine Donnet. il y a l'image et les décisions et les faits. Alors, dans les faits, tu as totalement raison. Mais l'image, elle est là. Oui. Et la Chine en profite. Si vous voulez, il y a le temps court pour Donald Trump et le temps long pour la Chine, et notamment Xi Jinping. Et le temps long... Vous dites le temps long pour Xi Jinping, contrairement à Jean-François Dumézil qui dit le temps long pour la Chine, mais pas disons pour Xi Jinping. Elle en profite énormément, parce que quand on regarde tous les instituts de sondage internationaux, quand on regarde toutes les réactions internationales, la Chine est en train de capitaliser depuis des années sur cette image, qui d'ailleurs, sur le fond, est assez erronée, de pays pacifiques, etc. La stabilité, c'est ça qu'elle met en avant. Multilatéraliste, voilà. D'ailleurs, le G2, elle en conteste l'existence, etc. Tout va dans le même sens pour, si vous voulez, se donner l'image d'un pays épris de paix. Alors qu'en face, tous les pays proches de Pékin vont dire à l'unisson, et d'ailleurs le disent à profusion, c'est un fauteur de guerre, les États-Unis sont redevenus impérialistes, ils sèment le chaos. Donc là, vous parlez au nom du Japon, de la Corée du Sud, de ces pays-là qui sont... Alors ces pays-là sont des pays alliés des États-Unis, donc ils le diront oui, pas mais comme qui ça, commencent à se méfier un peu. Est-ce qu'ils ont confiance aux États-Unis comme auparavant? On arrive effectivement au point central, c'est la confiance. Et la confiance dans le monde d'aujourd'hui, les États-Unis la voient disparaître peu à peu. Et donc on voit effectivement par exemple l'un des résultats induits qui est la première ministre du Japon, Sanae Takaichi, qui parcourt l'Asie parce qu'elle a bien compris qu'il fallait se préparer pour demain si d'aventure les États-Unis n'étaient pas là. Donc elle est en train de forger les accords de ci, de là. Exactement, pour justement échapper un peu à la tutelle entre guillemets américaine. Oui, ça va même plus loin, cette capacité de la Chine à se montrer en puissance de stabilité. Parce que au-delà même de l'aspect géopolitique dont on est en train de parler aujourd'hui, vous avez aussi un aspect de politique intérieure et dans chacun des pays concernés et d'influence chinoise. C'est-à-dire qu'est-ce que la Chine essaie de faire passer comme message? Vous avez une démocratie erratique parce que, les dirigeants changent tout le temps et qu'en plus, non seulement ils changent tout le temps, mais eux-mêmes tiennent des discours qui sont différents. Et nous, qui ne sommes pas une démocratie, nous avons une voie toute tracée, nous faisons des plans à 30 ou 50 ans, et donc nous sommes capables de dire des choses et de tenir nos engagements. Et ça, pour une démocratie, c'est extrêmement dangereux. Et Madame Takaichi Sanae, effectivement, elle est bienvenue à faire passer ce message, parce que c'est aussi quelqu'un qui défend l'esprit démocratique, même si, parfois, le Japon n'est pas un parangon de démocratie. Et qui a voulu se rapprocher de Donald Trump. On se souvient de justement cette visite, cette opération Trump et la première ministre japonaise. Et puis il y a une opération depuis 2 jours, qui est une opération militaire, opération Balikatan, opération militaire des États-Unis, des Philippines. Tout sur les velléités d'emprise sur la mer de Chine, en réalité, avec la stratégie chinoise de grignotage sur les ZEE à partir de petits récifs, etc., qui devient un problème, effectivement, pour tous les pays riverains. Donc une crispation, une inquiétude.